Mais avant, en 1964, le gouvernement Lesage avait déjà adopté un code de travail qui améliorait le droit d'association, de négociation et de grève et reconnaissait le droit de grève aux travailleurs, travailleuses et travailleurs des services publics et un an plus tard aux fonctionnaires. Désormais, depuis que Paul Sauvé a prononcé le mot magique, la population demande des services auxquels elle a droit et en même temps, autant dans la santé, l'enseignement et la fonction publique, ceux et celles qui les dispensent forcent l'État à se professionnaliser. On pourrait même dire à son corps défendant. La grève des infirmières de Sainte-Justine a permis de transformer une vocation en une profession. La grève des enseignants de régler un contentieux, oui. La grève des enseignants de régler un contentieux vieux de 100 ans. L'égalité salariale entre les instituteurs et les institutrices. Hein? C'est arrivé, ça. L'expérience, l'expertise et le professionnalisme exigé des syndiqués de la fonction et des services publics créent des postes pour les diplômés des cégeps et des universités. Sans oublier la création des bureaux d'ingénieurs conseils qui ont donné son envol à une profession jusque-là peu en demande. Les syndicats et le gouvernement apprennent leur métier sur le tas, chacun de son côté. La première ronde de négociation se conclut en 1966 par une loi spéciale, 25. Elle instaure un nouveau régime de négociation à l'échelle nationale pour l'enseignement. L'État patron possède une carte de plus dans son jeu. Il est aussi l'État législateur. En 1968, l'État patron était mieux préparé. Il a mis sur pied un ministère de la fonction publique dont le mandat était d'imposer une politique salariale mise au point par Jacques Parizeau. L'approche patronale est globale, mais les syndicats demeurent isolés. Aux tables de négociation, la stratégie gouvernementale consiste à faire traîner les négos avec les plus forts et d'établir des patterns de règlement en signant d'abord avec les groupes les plus faibles. Le rattrapage salarial le plus spectaculaire depuis 1960 s'est produit chez les travailleuses et les travailleurs des services publics. En 10 ans, le taux de syndicalisation est passé d'un peu moins de 30 à 40 des salariés, soit de 375 000 à 700 000. En 1970, on estime que près de 40 des syndiqués, 280 000, travaillent dans les services publics et parapublics. Pour les syndicats, la leçon de la ronde de négo de 1968 a porté fruit. En 1971, les syndiqués des services publics québécois négocient ensemble pour la première fois. En avril 1972, c'est l'impasse. Le Front commun déclenche une grève illimitée. Le 21 avril, le gouvernement Bourassa décide de casser le mouvement par une loi spéciale, le Bill 19, qui ordonne le retour au travail sous peine de fortes amendes et de peines d'emprisonnement. Les présidents des 3 grandes centrales, CSN, FTQ, CEQ, recommandent aux syndiqués de défier la loi. Le 8 mai, le juge Côté, oui. Le 8 mai, le juge Côté fait du zèle. Condamne Louis Laberge, Marcel Pépin et Yvon Charbonneau à 1 an de prison. Bourassa n'en demandait pas tant. Non, il était pogné avec. Le lendemain de l'incarcération des chefs à Saint-Ville, le 9 mai, plus de 300 000 syndiqués participent à la première grève générale de solidarité. Malgré cette répression sans précédent, ce n'est pas une défaite. Le premier Front commun parvient à défoncer le plafond de la politique salariale du gouvernement et à obtenir un salaire de base de 100 $ par semaine pour environ 50 000 travailleurs et travailleuses qui sont les plus bas salariés. En 1976, l'arrivée au pouvoir du gouvernement péquiste marque un déblocage dans le domaine social. L'indexation du salaire minimum, le programme du supplément de revenus. Et en décembre 1977, les amendements au Code du travail interdisant l'emploi de briseurs de grève et l'obligation pour l'employeur de percevoir à la source les cotisations syndicales, la formule RAND. Mais la lune de miel était de courte durée. À la faveur de la crise économique de 1982, qui plaçait les finances de l'État en sérieuse difficulté, le gouvernement abolit la libre négociation et fixe d'autorité les salaires et les conditions de travail jusqu'à la fin de 1985. Le coup de force des 50 décrets du 11 décembre 1982 lui a permis de réduire presque à néant l'écart de rémunération entre les secteurs publics et privés et de résoudre sur le dos des salariés de l'État la crise budgétaire qu'il secoue. Pour se dédouaner devant la population, les responsables politiques ont brisé le lien de loyauté qui liait le gouvernement à sa fonction publique en menant une campagne médiatique qui
qui a terni la réputation des fonctionnaires et remis en question leur pertinence et leur expertise, voire même leurs compétences. Ce qui ne sera pas sans laisser des séquelles, puisqu'aujourd'hui encore, on retrouve des éléments du même discours dans les propositions du gouvernement Charest. Dans les années 80, les relations entre la fonction publique et les gouvernements se déroulent sur le modèle d'une guerre de tranchées classique. Comme à la belle époque de la Première Guerre mondiale, chaque nouvel état-major gouvernemental rêve de faire une percée qui brisera le front syndical. Chaque nouvel assaut est précédé d'une campagne systématique de dévalorisation des services et de la fonction publique, relayée par une campagne parallèle qui surestime la compétence, l'efficacité et le moindre coût du privé. En 1994, la rémunération globale du personnel de la fonction publique était approximativement à parité en 1988, accuse déjà un déficit de 2,5 % avec l'ensemble des salariés québécois et de 6,7 % avec les seuls salariés syndiqués. En janvier 1995, le gouvernement de Lucien Bouchard exige la réouverture des conventions collectives des employés des secteurs publics et parapublics et les syndiqués feront encore les frais de la réduction du déficit gouvernemental. Les retraites massives des infirmières seront le plus gros vote de non-confiance jamais infligé à un gouvernement en exercice. À l'automne 2003, le gouvernement Charest a sorti à nouveau l'artillerie lourde, révision du Code du travail pour favoriser la sous-traitance, fusion imposée entre syndicats dans les hôpitaux et refus d'accepter la syndicalisation du personnel dans les garderies. Et chaque nouveau tour de piste se solde par un affaiblissement de la fonction publique, un relâchement de la gouvernance, un déclin de la classe moyenne et un appauvrissement des services. Après avoir professionnalisé l'État, les syndicats ont maintenant le devoir d'empêcher un gouvernement irresponsable de le démanteler. Le taux de syndicalisation leur donne un pouvoir d'action sur notre avenir collectif de 40 % dans l'ensemble des syndiqués, que les syndicats états-uniens ont perdu, sont à 15 %. Ce n'est pas souvent qu'on a une longueur d'avance sur nos voisins du Sud. Bon, des fois, ça nous prend du temps pour y arriver. En 1643, un an après la fondation de Montréal, la colonie de Boston adoptait une législation qui rendait l'instruction des enfants obligatoire sous peine d'amende pour les parents. Au Québec, on a pris tout notre temps pour s'assurer que ce n'était pas une mode passagère. On a attendu jusqu'en 1943 pour adopter une législation similaire en accusant un retard stratégique de 300 ans. Puis même là, la loi qui a rendu l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans a été adoptée en 1964. C'était ça l'éducation de l'État minceur avant la Révolution tranquille. Si on fait le bilan du chemin parcouru depuis un demi-siècle, et surtout en accéléré depuis la fin des années 60, on peut modestement parler d'un miracle culturel québécois. Un miracle qui va de l'affirmation créatrice des peintres à la prise de parole des poètes, de l'éclosion de la chanson à l'apparition des cinéastes, de l'émergence d'une télédramaturgie et d'une dramaturgie nationale à l'invention d'un théâtre pour enfants et d'une littérature jeunesse, de l'explosion de la danse moderne, de la musique contemporaine et de la musique actuelle, jusqu'à l'arrivée inopinée du dernier né, le cirque, la multiplication des humoristes, la renaissance de la musique traditionnelle et le retour des conteurs. Dans tous les domaines de la culture québécoise, la créativité se renouvelle en permanence depuis 40 ans et rien n'indique un épuisement prochain de la ressource. C'est la culture qui a donné et donne une voix et un visage au Québec. La culture est la face visible du Québec dans le monde. Et si on fait le décompte de ceux et celles qui dessinent les traits de ce visage du Québec dans le monde et qu'on établit leur âge moyen, on est à même de constater un fait qui pourrait fort bien en étonner plus d'un. Ils ne sont pas issus du cours classique, mais des cégeps. Lorsqu'on reproche à ces derniers de n'avoir produit que des décrocheurs dont la graine a été semée aux primaires pour ne pas oublier personne, on pourrait également rappeler que les cégeps et le système scolaire qui ont enterré le cours classique ont été et demeurent les incubateurs du miracle culturel québécois. Le Québec moderne n'est pas une invention de Québec Inc.
Il a été créé en grande partie par l'État québécois, c'est-à-dire par ceux et celles qui en assurent le fonctionnement pour l'ensemble de la société. Il faudrait peut-être le rappeler à ceux qui l'ont oublié. Merci.